Après avoir marché jusqu'à Compostelle en 2016, l'envie et les circonstances de la vie m'ont amené naturellement à penser au chemin vers Rome, avec la volonté de partir de mes terres, le Morvan. Ma tante Christiane, mère de Goulou, a allumé en moi une petite étincelle le jour où elle m'a parlé des pèlerins vers Assise, qui l'appelaient pour dormir dans les locaux municipaux. J'ignorais complètement que cette voie existait et que celle-ci passait à quelques encablures de la maison de mes parents. Seulement voilà, ce chemin mène de Vézelay vers Assise, mais pas jusqu'à Rome. Il existe bien la Via Francigena, qui va de Canterbury, en Angleterre, jusqu'à Rome, mais il ne passe pas par le Morvan. En étudiant les cartes des chemins européens de pèlerinage, j'ai découvert qu'il existait un autre chemin, qui reliait les deux premiers au niveau de la plaine du Pô. C'est en compilant ces trois chemins que j'ai tracé mon itinéraire, de Champgazon jusqu'à Rome. Les principales difficultés sont la traversée des Alpes, de la plaine du Pô et des Apennins. Quant aux villes, je serai amené à traverser notamment Torino, Pavia, Piacenza, Lucca, Siena et Rome. Le 7 juillet, contre toute attente, c'est à vélo et accompagné de mon ami Laurent que nous partons de Champgazon. Ce n'est jamais facile de se lancer pour ce genre d'aventure. Ai-je pensé à tout? Suis-je prêt? De toute façon, jamais rien ne se passe comme on l'imagine dans ce genre d'expédition. Il y a toujours des surprises. J'ai choisi de faire les 3 premiers jours à vélo pour diminuer un petit peu la moyenne journalière à pied. Je réduis ainsi la distance de 34 à 32 km par jour en moyenne. Concrètement, j'aimerais bien visiter Rome et je marie ma sœur le 25 août. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour arriver à l'heure au mariage, mais je n'ai pas une marge incroyable. En nous dirigeant vers Autun, nous quittons très rapidement le Morvan. Passer à Autun, c'est important pour moi, c'est un peu notre porte de sortie. L'étape du jour nous mène à Couches, où mes collègues et amis, Michel et Luc, viennent nous rendre visite au camping. C'est très sympa de leur part. Le premier campement permet de prendre tranquillement les bonnes habitudes qu'il faudra adopter quotidiennement pendant tout le voyage. Toilette, lessive, organisation de la nuit, petit déjeuner, rangement du sac. En partant, Michel nous invite à venir prendre le café dans son petit paradis. Puis là, il y a tout. Des écrevisses d'ailleurs. Ah ouais. Des tanges, carpes, gardons. Une bonne partie de la journée consiste à rouler sur la voie verte jusqu'à Cluny. Il fait très chaud.
En arrivant, après l'installation, nous trouvons refuge dans la piscine avant d'aller visiter cette belle cité médiévale, au riche passé spirituel et humaniste. Il ne subsiste aujourd'hui que 10% de l'abbaye, dont la longueur était initialement comparable à la basilique de Saint-Pierre de Rome. Bonjour. Ah, retour par l'arrière. Jonction. Tourbillon. La traversée du tunnel du Bois Clair constitue la première curiosité de la journée. Je sais pas. Une longue descente nous mène aux abords de Mâcon, puis nous continuons cette dernière journée de vélo en direction de Villars-les-Dombes, où nous avons rendez-vous avec nos amis Delphine et Eric, qui sont gentiment venus chercher nos vélos et passer un moment avec nous. Nous visitons ensemble le parc des oiseaux, qui regroupe plusieurs milliers d'individus du monde entier. Dans ce parc, des efforts sont faits pour reproduire les environnements d'origine des espèces. Après un petit déjeuner avec nos amis, il est temps de se dire au revoir et de continuer notre route à pied. Rapidement, nous rencontrons un couple qui accueille des pèlerins et qui nous offre un café. C'est toujours agréable. On aperçoit au loin le Bugey, où nous serons le lendemain. Nous traversons le village de Pérouges, recensé dans la liste des plus beaux villages de France.
Ce soir, notre campement se situe à Pont de Chazay, sur les bords de l'Ain. Nous assistons à la demi-finale de la Coupe du Monde dans une ambiance conviviale et détendue. Nous sommes désormais aux abords du Bugey. Une grande partie de la journée consiste à remonter le Rhône vers le sud. Une étape venteuse, ensoleillée et assez ennuyeuse. Avec les nombreux kilomètres marchés sur le bitume, les pieds montrent leurs premiers signes de fatigue. C'est parti pour une longue série d'ampoules qui se succéderont pendant plusieurs semaines. Ce matin, pour la première fois, nous partons sans avoir prévu de solution d'hébergement. Il faudra improviser. Sur les hauteurs du Bugey, le paysage s'ouvre sur les Alpes. Alors que Laurent savoure son avant-dernier jour, je me concentre progressivement pour passer cette énorme difficulté qui arrive très tôt dans mon voyage. Tu te baignes dans quoi, Gadret? Dans le? Ah! Quel beau nom pour une rivière. Ouais. En arrivant à Vérin, nous frappons à la porte de chez Pascal et Bernard, que nous pensons être une auberge. En fait, non, mais ils nous accueilleront quand même, en nous offrant le gîte et le couvert. Quelle gentillesse! Pour le dernier jour de Laurent, le relief s'accentue progressivement. Nous passons à côté du mémorial d'Isieux, puis nous traversons le Rhône vers la Savoie. Le massif de la Chartreuse semble désormais à portée de main. Alors que nous avions prévu de nous arrêter à Dulin, nous décidons de continuer jusqu'au lac d'Aiguebelette que nous voyons au loin, pour avoir le plaisir de se baigner et pour trouver un camping. Laurent est fier du chemin parcouru, il peut l'être. Il est aussi content de rentrer à la maison. Merci Poiret. Voici une carte de l'arc alpin, avec en rouge la partie que je dois traverser. Voici les différentes villes. On voit en bleu le chemin officiel, et en rouge le raccourci que j'entends emprunter pour me faire gagner une dizaine de kilomètres. Les différents massifs traversés sont la Chartreuse, Beldonne et la Haute-Maurienne. Si ces trois massifs comportent de grosses difficultés auxquelles je m'attendais, il y en a plein d'autres que j'avais un peu négligés. Au départ d'Aiguebelette, alors que Laurent prend le train qui le ramène chez lui, pour ma part je prends directement de la hauteur. La fin de la première côte est horrible. Je tombe sur des gens qui me ravitaillent en eau et qui vont me cueillir des myrtilles. Dans la descente,
Je tombe sur deux femmes qui font le même chemin que moi mais dans le sens inverse. Curieusement, elles ont fait demi-tour sans s'en rendre compte. La suite consiste à emprunter la voie Sarde, l'ancienne voie de communication historique entre Lyon et Turin, qui a été rendue carrossable grâce aux travaux menés par les ducs de Savoie. À la Côte-Barrier, alors qu'il y a un camping, je décide de continuer pour m'épargner une étape trop dure le lendemain. Mais voilà, il faut gravir la montagne à droite. Cette première étape dans les Alpes est vraiment bien plus compliquée que ce que je pensais. J'ai du mal à vérifier, enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis parti ce matin en pensant faire 24 km. Et je pensais prendre une grosse bosse. Et finalement, je crois que c'est déjà la troisième vraiment très grosse côte que je prends. Et j'ai déjà 31 ou 32 km dans les jambes. J'en ai ras-le-bol. Donc je sais pas trop comment les choses vont se passer. Je regrette vraiment pas de m'être bien entraîné pendant le printemps. Parce que je pense que je serais déjà blessé. C'est pas possible autrement. Donc là, je crois qu'il me reste un peu moins de 3 km pour arriver à Saint-Pierre d'Entremont. Bon, on va essayer de bien récupérer. Parce que demain, c'est pas ce qu'on croit. La suite n'est guère plus facile. Des montées imprévues se dressent sans arrêt sur mon chemin. Je suis à chaque fois surpris. Donc là, je suis en train de traverser la Chartreuse. J'ai passé le col de la Saulce et je me dirige vers le pas de Montbrun qui doit être quelque part par là-haut. Après, je redescends la vallée dans le Grésivaudan. Et donc, ça fera déjà la Chartreuse de passer. Putain, qu'est-ce que c'est beau! Je regrette pas quand même. Arrivé au pas de Montbrun, qui n'est pas indiqué, la vue sur le massif de Beldon est spectaculaire. Mais je ne trouve pas le chemin qui redescend dans la vallée. Toutes les voies semblent très escarpées. Lorsque je finis par trouver un balisage en contrebas d'un passage délicat, je prends beaucoup de précautions pour avancer en sécurité. Là, je suis en train de redescendre le pas de Montbrun. Ça me mène à Saint-Bernard-du-Touvet. Et après, je devrais rejoindre la terrasse. Alors, honnêtement, en regardant ce qu'il y a au-dessus de moi, jamais j'aurais cru qu'il y avait un chemin là-dedans.
C'est un poil accentué, hein. C'est sportif. Bon, en tout cas, c'est fait, c'est passé. On n'en parle plus. La descente est très longue. J'arrive au camping dans un état lamentable. L'étape du lendemain me fait peur, je ne suis pas tranquille. C'est le soir de la finale de la Coupe du Monde de foot. Ça me change les idées. Après une mauvaise nuit, je me réveille avec un tout petit moral. Ce qui m'attend est probablement l'étape la plus dure du voyage, avec énormément de dénivelé. J'avance en restant dans ma bulle, concentré sur ce que j'ai à faire. Bien manger, bien boire, ne pas faire d'erreur. Donc là c'est la Chartreuse où j'étais hier. Et puis là, je suis en Belle Donne. Donc avant d'attaquer la Combe Madame, il y a déjà une montagne, une première à passer. Il faut que je passe le col qui est devant moi là, à 1800 mètres. Je redescends à 1000 mètres et je remonte après à 1700 pour aller retrouver le refuge. Honnêtement, je m'attendais à pire. Donc là, je suis parti, il y avait 230 mètres d'altitude. Et là, on est bientôt au col, il y aura 1008. C'est déjà une bonne petite grimpette. Je vais être complètement raide ce soir. Raide. Au fur et à mesure, je reprends confiance. La descente passe vite. Je me ravitaille en eau et j'enchaîne directement. Maintenant, j'ai envie d'en découdre. Je me sens bien et je sais ce que j'ai à faire. J'avance d'autant plus vite que les orages menacent. Je ne suis pas vraiment rassuré. Accueilli par Chloé et Julien, qui sont à la fois gardiens du refuge et bergers, je trouve là le réconfort dont j'avais besoin. Nous parlons notamment des orages. Chloé me dit qu'elle s'est fait peur la veille. Un coup de foudre inattendu est tombé à une centaine de mètres d'elle, dans le fond de la vallée. Après le repas, je suis invité à venir regarder les soins apportés aux moutons. Chaque mouton est inspecté. Ceux qui boitent sont mis de côté dans un enclos particulier. Ils recevront des soins le lendemain matin. Chloé me dit qu'ils n'ont jamais eu de problème avec les loups, parce qu'ils mettent les moutons dans un enclos tous les soirs, alors que leurs collègues des autres vallées, qui ne prennent pas la peine de le faire, sont régulièrement touchés. Il n'y a personne d'autre au refuge. J'ai tout un dortoir pour moi tout seul. Après un solide petit déjeuner, je pars en continuant mon ascension. Le col de la Croix est encore 700 mètres plus haut.
Comme je m'y attendais, je trouve un peu de neige au-delà de 2000 mètres. Mais j'arrive au col sans trop de difficultés. Au sommet, je rencontre Patrick, un accompagnateur en montagne à la retraite, qui a une solide expérience des voyages en autonomie. Il se montre étonné et très curieux quand je lui dis que je vais à Rome. Il sent sûrement que je ne suis pas spécialement serein. Il trouve des mots qui me font du bien et qui reviendront régulièrement dans mon esprit pendant toute la durée du voyage. Donc là j'ai passé le col de la Croix et voilà, c'était le point culminant de mon chemin. C'était à 2564 mètres et là je suis en train de redescendre vers le lac de la Croix et après sur le col du Glandon. Donc une descente de 2 heures, je remonte un peu et je redescends sur la Toussuire et Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà, je suis vachement content d'être là parce que j'appréhendais vraiment ce passage. Déjà c'est un peu haut, j'avais peur des orages, donc voilà, content que ça se passe bien et puis on continue. Voilà, j'avais planté ma tente ici même, il y a 3 ans ou 4 ans, je sais plus. J'étais venu là pour m'acclimater à l'altitude, en prévision du triathlon de l'Alpe d'Huez. Donc voilà, c'est rigolo de repasser là, ça fait plaisir. Au moins je suis pas en terre inconnue, je connais. Le Tour de France va passer au col du Glandon dans 2 jours. Ça aurait pu être drôle de le croiser. La petite montée que j'espérais après le col du Glandon est en fait un col à passer 500 mètres plus haut. De là, je vois le col de la Croix, d'où je viens, les aiguilles d'Arves et la vallée de la Maurienne, au fond de laquelle je redescends le jour même. La descente vers Saint-Jean-de-Maurienne est horriblement longue. La remontée de la Maurienne est moins antipathique que prévu. Je m'attendais à marcher le long de l'autoroute. Finalement, à part quelques passages délicats, c'est un itinéraire presque agréable sur les balcons qui surplombent la vallée. En arrivant dans le camping d'Orel, je profite du calme pour regarder l'étape du Tour de France sur mon téléphone entre 2 siestes. Une des seules campeuses m'offre une bouteille de bière. Je suis ravi.
Progressivement, j'entre dans la Haute-Maurienne. À Modane, où commence le tunnel de Fréjus et où je m'arrête pour me restaurer, le paysage devient rapidement très sympathique. Dans une côte, je tombe sur un groupe de militaires avec qui je fais la course. À Bramant, je contacte Thomas Brigaut, un ami morvandio que j'ai connu quand j'étais cycliste. Il habite juste à côté dans la station d'Ossois où il travaille dans la gestion des canons à neige. Quel plaisir de se revoir. Cela fait 10 ans que nous ne nous sommes pas vus. L'étape d'aujourd'hui est importante. C'est la dernière grosse étape des Alpes, avec le passage du col du Petit Montcenis, qui se trouve à 2183 mètres d'altitude, et la redescente sur l'Italie. Ouais, et ben, il reste encore quelques centaines de mètres à monter, hein. Mais ça passe bien. Ça passe bien. Malgré mon allure, ça passe pas trop mal. Le paysage est magnifique. Dans la montée, je rejoins un couple de pèlerins qui marchent vers Assise. La veille, au restaurant de l'hôtel, la femme, qui était originaire de Porto Rico, m'avait offert son plat. Quelle gentillesse! Juste avant le col, une cabine a été installée au seul endroit où le téléphone capte. J'aperçois rapidement le lac de Montcenis après avoir basculé. La descente va être longue. Curieusement, le chemin passe par ce tunnel. C'est très dangereux, il y a eu des éboulements. Une fois de plus, la descente n'en finit pas.
à voir le sol, je ne serais pas étonné d'être sur une voie romaine. La journée commence à être un peu longue. La montée au Mont-Cenis, puis la redescente, ça commence à faire mal aux pieds. J'ai hâte d'arriver, j'espère que je vais être pris. J'essaye de réviser mes quelques notions d'italien. Pellegrino, francese, camino di Roma. Si avec ça je m'en sors pas, c'est vraiment que j'ai une sale gueule. Bon, j'espère quand même trouver un lit tranquille. Je puisse passer la nuit et puis faire une grosse étape demain. Ça m'arrangerait bien. On verra. Buongiorno. Buongiorno. Finalement, cette nuit, je dors à l'hôtel. Il paraît qu'il y a eu un gros orage cette nuit. Tout est inondé. Assommé par la fatigue, je n'ai rien entendu. Dans la toute petite église de Novalesa, il y a un Caravage original. C'est très inattendu. Mon chemin me mène vers la ville de Susa, avant de poursuivre progressivement dans la vallée. Ce soir, je dors à Sant'Antonino di Susa, où je rencontre d'autres pèlerins qui vont vers Assise. Aujourd'hui, j'arrive à Torino. Une longue étape rendue intéressante uniquement par la montée au Sacra di San Michele. Cet édifice monumental dressé en haut d'une montagne, d'où je devine facilement le calvaire qui m'attend. C'est très simple. Après cela, je n'aurai que du bitume jusqu'à la fin de l'étape. En plus, à partir de Rivoli, les 14 derniers kilomètres sont une seule et même rue rectiligne. Heureusement, ce soir, je suis accueilli chez mon ami Matteo Perrin, que j'ai rencontré sur le chemin de Compostelle en 2016. Il a marché l'année dernière jusqu'à Rome. Ses conseils seront très précieux pour la suite. Il m'apprend également à me débrouiller en italien. C'est pas du luxe. Le lendemain, après une très bonne nuit et un bon petit déjeuner, Matteo me dépose précisément là où il m'avait trouvé la veille. Je traverse Turin en flânant. J'avais déjà eu l'occasion de visiter cette très belle ville auparavant.
Je traverse le Pô que je vais plus ou moins longer pendant plusieurs jours. Matteo m'avait prévenu. Je vais voir des rizières à longueur de journée sous un soleil de plomb. Je sais pas quand sont passés les derniers pèlerins ici, mais c'est la merde. Elle passe pas tous les jours apparemment. J'arrive à Chivasso, où rien n'est prévu pour l'accueil des voyageurs. Finalement, je dors une fois de plus à l'hôtel. Je n'ai absolument jamais entendu personne dire qu'il allait passer ses vacances entre Chivasso et Castellapertole. C'est pourtant étonnant. Les paysages sont magnifiques. On y voit des plantations d'une richesse extraordinaire. Bref. La plénitude. Je suis toujours impressionné de voir ces systèmes d'irrigation. De temps en temps, il y a des portes qu'on ouvre, qu'on ferme, qui permet à l'eau d'aller s'écouler dans les champs. Et l'eau va super vite. Voilà, c'est l'attraction du jour. Cette étape sans intérêt me conduit jusqu'à une auberge située au milieu de nulle part, entourée de rizières, la Colombara. Je prends mon mal en patience, il y aura forcément des jours meilleurs. C'est aujourd'hui que je retrouve le chemin officiel de la Via Francigena, et avec lui l'espoir de rencontrer plus de monde sur mon chemin. Lors de ma pause méridienne, l'épicière du village court vers moi et m'explique qu'elle veut absolument m'inviter à manger alors que je sors de table. Elle est enchantée de voir un pèlerin et encore plus quand elle comprend que je suis français. Je m'arrête finalement manger une glace et boire un café avant de continuer. Depuis quelque temps, je reçois de plus en plus de soutien de la part des personnes qui me voient. En effet, à Vercelli, je rencontre de nombreuses personnes qui marchent en direction de Rome. C'est un soulagement, j'avais peur de devoir subir longuement la solitude des derniers jours.
Sur le chemin, il y a régulièrement des registres sur lesquels je cherche les personnes qui me précèdent et qui vont jusqu'à Rome. L'arrivée à Mortara est pénible, mais l'accueil pèlerin à l'intérieur de l'église me permet de me reposer au frais avec d'autres voyageurs, dont un couple de Néerlandais partis des Pays-Bas. Parti au petit matin, je prends de plein fouet l'assaut des moustiques qui me dévorent. L'étape d'aujourd'hui est vraiment très longue et j'ai super mal aux pieds. Et je n'arrive plus à soigner les ampoules. Je prends la décision d'envoyer dès demain une partie de mon chargement par la poste pour m'alléger et soulager mes pieds par la même occasion. Même si ça ne s'est pas fait dans la facilité, ça y est, je suis arrivé à Pavia. Donc j'ai pas encore regardé les kilomètres, mais je pense au moins 43, 42, 43. Honnêtement pas facile, hein. J'en ai bavé. Content d'être arrivé quand même. Comme prévu. Ce matin, je prends le temps d'envoyer une partie de mon matériel. Je pars donc beaucoup plus tard que d'habitude. Je traverse la très belle ville de Pavia en admirant les monuments. La suite ne diffère guère des autres jours. La soif en plus. Il y a des zones où je ne trouve rien ni personne pour me ravitailler. La traversée de la plaine du Pô, le Val Padana, comme l'appellent les Italiens, est une véritable épreuve que je gère comme je peux, au jour le jour.
Je quitte l'auberge en ayant bu pas moins de 4,5 litres d'eau depuis mon arrivée. Donc là, je suis content parce que je suis sur le chemin qui va jusqu'au pot. Et en arrivant là-bas, il y a le bateau qui vient me chercher. Et le gars, il vient juste pour moi. Parce que je suis le seul pèlerin de la journée. Voilà. Donc c'est le chemin officiel qui passe par là. Il suffit d'appeler. En plus, il parle français. Ça m'arrange bien. Et voilà, il propose de faire traverser le pot. Une fois de plus, l'arrivée à Piacenza est dure. En plus, j'ai du mal à trouver une place pour dormir alors que j'avais réservé un lit. J'aime pas cette ville. Donc là, je suis dans mon hôtel à Fiodenzuola. Donc j'ai fait 34 km pour arriver ici. Et le principal problème, c'est que c'était principalement que de l'asphalte. On va dire à 90%, je pense qu'il y a eu 3-4 km de chemin de terre. Mais sinon, que du bitume. Et c'est particulièrement épuisant, surtout pour les pieds. Bon, aujourd'hui en plus il y avait de la chaleur, donc j'avais pas trop d'ombre, mais c'est passé quand même. Je vais pas dire dans la facilité, mais c'est passé. La suite demain, où je quitte la plaine la plaine du Pô, et je vais commencer à attaquer les premiers contreforts des Apennins. Honnêtement, ça va me faire du bien. J'en ai ras-le-bol de cette plaine, pleine de maïs, de riz, de tomates. Pour fêter cela, ce soir je m'offre un bon repas au restaurant. Cette fois, je le sens. Mon corps a changé cette nuit. Un palier est passé. Les pieds guérissent et ne me font plus mal. Je marche plus vite et je suis désormais sûr que la forme est arrivée. Je me sens fort et c'est grisant. Il aura fallu presque 900 km pour en arriver là.
Les premiers contreforts des Apennins me donnent des ailes. J'ai envie d'en découdre. En plus, ce soir, je rencontre plein de monde avec qui je sympathise, dont un couple de Belges qui viennent partir. Donc là, je pars pour une longue étape, 41 km. Donc je pars tôt. Il est 6 h du matin. Bon, je vais prendre une petite heure pour me réveiller. Je sais qu'il y a un village. Je m'arrêterai prendre mon petit déjeuner là-bas. Ça fait toujours 5-6 km de fait, tranquillement. Il ne restera plus que 35, 36. Ça va bien se passer. Je rattrape Barbara et Giuseppe que j'ai rencontrés la veille. Nous continuerons à nous envoyer des nouvelles durant tout le voyage. Le relief s'accentue sérieusement et les paysages deviennent charmants et bucoliques. L'orage qui menace m'incite à marcher à vive allure pour passer un col avant la tempête. J'arrive finalement à Cassio, un joli petit village de montagne où je trouve un logement à louer pour seulement 16 €. Curieusement, c'est un village où les gens parlent très bien français. En effet, les Italiens locaux qui ont migré en France et leurs familles reviennent toujours passer leurs vacances dans la région, là où ils ont leurs racines. Cette journée est une longue accumulation de montées et de descentes dans un paysage de moyenne montagne. Avec le passage du Passo della Sisa, je passe de la Lombardie vers la Toscane. Ça fait 2 jours que ça gronde dans la montagne, en milieu de journée. Ce serait bien pour ma gueule aujourd'hui. Je sais pas.
Ça bouge vachement. La fin de cette étape se déroule majoritairement sur des voies romaines. Pontremoli se situe au fond d'une vallée, je retrouve donc la chaleur. Il y a beaucoup de monde dans mon auberge. À ce moment, j'ignore encore que je resterai longtemps avec certains d'entre eux. En flânant dans la ville, une jeune femme qui m'a vu à l'auberge vient me parler et se présente sous le nom de Barbora. Elle est extrêmement surprise quand je lui réponds « Your name is Barbara Inchtova? »« Yes, how it's possible? » Cela fait 10 jours que je la suis. Après avoir vu son nom sur un registre, elle était la plus proche devant moi qui allait jusqu'à Rome, et elle avait 2 jours d'avance sur moi. C'est vraiment étonnant de la rencontrer dans ces conditions. Moins charmant mais très sympathique, je mange avec Robert l'Autrichien, comme il se surnomme lui-même. Un individu à part qui marche avec un chapeau parasol sur la tête. Ce soir-là, je fais aussi la connaissance de Federico. L'étape qui mène vers Aoula se passe avec une certaine facilité et à vive allure, entre les petits villages et la forêt. Le soir venu, je retrouve entre autres Barbara et Federico dans mon auberge. Aujourd'hui, c'est la dernière étape des Apennins, mais les grosses difficultés sont déjà passées. Je suis enthousiaste à l'idée d'arriver près de la mer. Sur mon chemin, je reviens sur un jeune Romain qui marche bien. Nous avancerons ensemble pendant toute la matinée. Au loin, pour la première fois, j'aperçois la mer. Bien plus tard, alors que je passe devant une maison, j'entends qu'on m'appelle. C'est Barbara. Elle s'est fait inviter à boire une boisson fraîche chez des Italiens, dont la fille vit à Paris. Je m'arrête à mon tour. Le soir venu, je tombe sur un restaurant sympa, mais on dort dans un dortoir avec un Anglais complètement abruti qui raconte tout le temps la même chose. Il y a un concert à 4 mètres de mon lit. Inutile d'essayer de dormir, autant profiter du spectacle. Je suis très déçu par la mer. C'est là le seul endroit sur une quinzaine de kilomètres où le public peut se baigner gratuitement. Partout ailleurs, ce sont des plages privatisées et payantes. Je trouve ça honteux.
Nous sommes dans la région de Carrare et de ses célèbres mines de marbre. Alors que Barbara s'arrête, je continue sur quelques kilomètres jusqu'à Camaiore, où je peine à trouver une place pour dormir. Tout est complet. La célèbre ville de Lucca est l'objectif du jour. Arrivé très tôt, je m'installe sur mon lit pour dormir en attendant la fraîcheur du soir pour visiter. Je ne suis pas déçu, il y a beaucoup de très beaux monuments. Derrière les montagnes, là, il y a Pise. Et donc, je devrais passer l'Arno dans pas très longtemps, je pense, dans quelques kilomètres. L'Arno qui coule aussi à Florence. Je marche là sur une voie romaine de première importance, qui est très large, beaucoup plus large que celle que j'ai vue jusqu'alors. Et si on regarde bien, tiens, exactement là. On voit ici la trace caractéristique de la semelle de Jules César. Ouais. Ouais. Il est passé là. Le soleil toscan tape très fort pour arriver à Fucecchio. En face de mon lit se trouve un miroir. L'état de mes jambes me surprend. En passant l'Arno, je sais que je suis quelque part entre Pise et Florence. Oh, le raisin, il y a des quantités énormes.
là où les terres ne sont pas irriguées. Tout est très sec. À l'auberge de Gambassi Terme, je retrouve Barbora et Federico. Il y a de nombreuses autres personnes qui marchent sur cette portion agréable de la Via Francigena. Au loin, la silhouette de San Gimignano est très découpée par ses 13 tours médiévales. Autrefois, 75 tours dominaient cette ville. C'est aujourd'hui l'un des villages les plus visités de Toscane. Après avoir passé Colle et Val d'Elsa, je retrouve une nouvelle fois Barbora et Federico. Ils partent extrêmement tôt le matin, vers 4h30. Cible en vue. L'arrivée à Sienne est un symbole, et donc une étape importante. J'ai beau avoir déjà visité cette ville, je reste à chaque fois émerveillé par ce que je vois. Alors que je dors dans un appartement loué sur Airbnb, Barbora et Federico trouvent à se faire héberger chez l'habitant. Je me fais tout de même inviter à manger et à visiter la ville par Pietro, l'hôte de mes amis qui est un puits de science quand il s'agit de parler de sa ville.
nous visitons entre autres les Bottini, un réseau souterrain de 25 km creusé dans la roche au Moyen Âge pour acheminer l'eau potable au centre-ville. You can go in Old Siena from here. Under Siena, by this way, wherever we want. Yes, more or less, yes. But maybe it's closed at some point. Pietro nous emmène ensuite visiter d'autres quartiers et il Palazzo Pubblico, là où il y a une soirée dont le thème est astronomie et vin. Nous voyons notamment Saturne et ses anneaux dans la longue vue d'un astronome. Barbara décide de rester une journée de plus à Sienne, alors que Federico et moi continuons notre route. Nous ne la reverrons pas. Au petit matin, alors que j'allais partir, je tombe sur un entraînement du Palio. Une célèbre course de chevaux qui oppose les différents quartiers de la ville autour de la Piazza del Campo. Pour moi, il s'agit de la dernière ligne droite, alors que cela semble encore infini pour ceux qui ne marchent que quelques jours. Désormais, Federico et moi planifions nos étapes pour arriver dans les mêmes lieux, mais nous ne partons pas ensemble. Il trouve que je marche très vite et je trouve qu'il part très tôt. Au final, je finis souvent par revenir sur lui et nous finissons ensemble les derniers kilomètres.
Dans la région, et à Bagno Vignoni en particulier, il y a des sources d'eau chaude connues depuis l'Antiquité. En arrivant à Radicofani, l'usage de l'auberge est de laver les pieds des gens. Malgré l'étonnement, tout le monde se laisse faire. Jusqu'alors, j'avais un peu été épargné par les orages. Mais au passage de la Toscane au Lazio, un violent orage prend tout le monde de court. Nous sommes tous trempés. Bien que n'étant pas dans la même auberge que Federico, celui-ci négocie pour que je vienne manger dans son auberge. Malgré les conseils de Federico passés là avant moi, je suis pris à partie par 7 chiens qui m'indiquent le chemin à suivre. Je suis sur l'étape qui arrive à Montefiascone. C'est une longue étape. Je devrais arriver à 41 km. Bon, j'avais déjà 35 dans les jambes. Ça dérange pas plus que ça. J'avais mal à une jambe ce matin. Je pense pas que ce soit un tendon, c'est une sorte de contracture. J'arrive pas trop à situer si c'est le haut du mollet, le bas des ischios ou l'arrière du genou. Il a fallu 2 heures pour que ça passe à peu près. Je force pas trop parce que je voudrais pas que ça empire. Là en fait je longe le lac de Bolsena. C'est vraiment très très beau. 42 km de circonférence, 150 et quelques mètres de profondeur. Et en fait c'est un lac volcanique. C'est un cratère. C'est le cratère d'un volcan. Et j'ai lu hier que c'est probablement le lac volcanique le plus grand d'Europe. Impressionnant, hein? Ouais. Cette borne indique les 100 derniers kilomètres pour arriver à Rome. Même si nous savons qu'il en reste au moins 120, l'idée est là. La fin est proche. Depuis cette ancienne résidence papale, la vue qui s'étend sur le lac est assez grandiose.
Pour la première fois, Federico et moi partons en même temps sur cette courte étape bucolique et verdoyante qui nous mène vers Sutri. Nous avons conscience qu'il s'agit là des derniers moments et qu'il faut les savourer. Alors là, je suis sur l'avant-dernière étape qui va de Sutri à Campagnano. C'est une étape plutôt courte, 24 km. En fait, je me suis arrangé pour finir demain à Rome, en beauté avec, si j'ai bien compté, la distance du marathon, 42 km. Ça m'arrange plutôt bien. Parce que mes amis qui viennent m'accueillir sur la place Saint-Pierre ne vont pas être là de bonne heure. Donc je vais m'arranger pour pas arriver trop tôt. J'ai un peu de mal à réaliser que ça va s'arrêter en fait. Là, ça fait déjà un certain nombre de jours que je marche. 40, ça se lève le 44e jour, si on compte le vélo en plus. Et donc 45e demain. Donc ça devient quand même une certaine habitude de se lever, de se préparer et de partir marcher. Une fois de plus, je retrouve Federico qui s'était arrêté pour se rafraîchir auprès de cette cascade. Nous finissons ensemble. Pour cette dernière soirée, nous retrouvons des marcheurs que nous voyons régulièrement depuis plusieurs jours. Mon regard scrute l'horizon en essayant de deviner Rome, qui est encore à 40 km devant moi. Les kilomètres défilent et je ne sais pas quoi penser. Une tension plane sur cette étape. La chasse aux pèlerins est ouverte. C'est fou, on est presque en pleine ville. Il n'y a pas un chat. Il n'y a pas de papier par terre. Ça ressemble presque à la nature. Ce n'est qu'en arrivant sur la toute dernière colline que la vue sur la ville se dévoile. La basilique Saint-Pierre est là, juste devant moi, et j'ose à peine y aller. Ils sont loin les moments difficiles. Il aura fallu en arriver là pour me rendre compte de l'étendue du chemin parcouru.
La place Saint-Pierre s'ouvre devant moi. Et je suis content de pouvoir partager ce moment avec Delphine et Eric, venus profiter de mon arrivée à Rome pour visiter la ville. Mais la satisfaction que je ressens est difficilement transposable. C'est l'aboutissement d'un projet longuement mûri, avec un investissement régulier avant et pendant le voyage. En terminant cette aventure, il faut accepter de tourner la page pour se projeter vers d'autres horizons, d'autres défis et d'autres projets. Mi sono alzato, mi sono vestito e sono uscito solo per la strada e ho camminato a lungo senza meta, finché ho sentito cantare il bar. Finché ho sentito cantare il bar. Canzone fu per l'allegria. Io ti ringrazio, sconosciuta compagnia. Non so nemmeno chi è stato a darmi il fiore, ma so che sento più caldo il mio cuore, so che sento più caldo il mio cuore. Felicità, felicità.